Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, une photo... Next Gen. Alors en effet, aujourd'hui, eh bien, je te propose un entretien. On va rentrer dans l'univers de Patrice. Patrice qui est aussi connu sous le nom de Rolling Man au sein de la communauté de la Photo Avenue. Et puis ton entreprise s'appelle Photo Next Gen. Voilà, et alors, comment c'était connu au départ? Alors je m'étais inscrit en décembre 2017 à la suite d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube où tu présentais des choses d'une manière tout à fait intéressante qui changeait un petit peu de l'ordinaire. Donc j'avais décidé de m'inscrire... Tu te souviens du sujet? Oui, alors c'est particulier. C'était sur mon matériel en tant que photographe professionnel. Et au départ, je pensais la regarder en me moquant. Et finalement, j'avais trouvé ça super intéressant et complètement cohérent avec ce que tu faisais. Un bon matériel pour des bonnes photos, une activité sérieuse. Et non pas un matériel ou sous-dimensionné ou surdimensionné, mais qui était complètement adapté. Donc au final, j'ai pas rigolé, je me suis inscrit. Et j'ai vu qu'il y avait un concours, j'avais vu que tu organisais des concours. Je pensais pas m'inscrire au départ au concours, mais finalement je m'étais dit bah, pourquoi pas, hein, après tout. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. Je me suis inscrit au dernier moment, mais j'ai eu la chance que ma photo soit retenue. Et ouais, c'est ça, c'est-à-dire que la photo de Patrice a remporté la meilleure photo de l'année 2017. Donc pas mal pour la dernière photo postée. Et puis la photo, on l'a pas perdue, hein, la photo elle s'affiche ici. Et comme tu peux le voir sur la photo, eh bien c'est une photo certes de macro, enfin même celle-là elle était proxy quand même. Hein. Macro, parce que... Macro celle-là? Ouais, macro, mais vraiment le début, c'est-à-dire le 1 pour 1, parce qu'on peut rappeler la macro, c'est ce qui est à partir d'un rapport de grandissement de 1 pour 1, donc 1 cm physique d'un objet représente une taille de 1 cm sur le capteur. En dessous, c'est de la proxy, de la photo rapprochée, comme vous voulez, mais disons que pour utiliser le jargon, voilà, macro égale rapport de grandissement à partir de 1 pour 1. Alors, après cette photo-là, c'était pas la seule que tu as postée, tu en as posté d'autres. Et comme ce qui se passe assez régulièrement sur la communauté, c'est qu'on a un nouvel arrivant qui fait de la photo différemment et ça apporte une bouffée d'air frais justement au sein de la communauté et ça inspire les autres. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu beaucoup de membres s'essayer justement à la photo de macro. Ils n'ont pas forcément le même matériel que toi justement parce que la macro que tu fais, elle est quand même assez particulière. Et là, je vais afficher certaines photos que tu avais postées à l'époque et j'en avais vu de ces photos-là, mais je ne savais pas forcément comment elles étaient capturées. Et là, eh bien, j'en étais pour un choc, puisqu'en fin de compte, il s'agit du focus stacking. Oui. Mais un focus stacking, on en a déjà parlé du focus stacking en général, plus au niveau du paysage, où on est amené à prendre jusqu'à 10 photos, par exemple, pour agrandir la profondeur de champ. J'ai fait une vidéo, je crois, il y a 2 ans de ça, pour parler du focus stacking, que le R5 produit, ou enfin, il ne produit pas le stacking, hein, il produit le focus bracketing. Donc on avait déjà parlé du focus stacking en général, mais là c'est complètement différent parce que c'était quoi, 300, 400, voire 1000... Oui, ça peut aller jusqu'à 1000 photos, même plus, selon le résultat qu'on veut obtenir, selon la taille de l'échantillon, le rapport de grandissement choisi et la profondeur de champ qu'on désire obtenir. Donc ça peut aller de 50 clichés jusqu'à 400, 500, 700, 1000 et quelques. Je t'ai vu faire du 3D rotatif. Oui, et là c'est beaucoup de photos, c'est 7200. Le chiffre très précis. Et pour faire tout ça, eh bien, il y avait du matériel très particulier. Et en 2018, j'avais organisé un stage à côté, hein, en Provence, pour photographier justement la lavande. Et à la fin de mon stage, j'avais décidé de venir ici, de voir un peu ce que tu faisais. Et puis, on avait essayé d'enregistrer une vidéo. Voilà. On avait essayé d'enregistrer la vidéo, mais je n'étais pas forcément équipé pour pouvoir enregistrer la vidéo. J'avais que la GoPro et tout, c'était pas terrible. Bien que mal, on avait passé plusieurs heures à le faire, mais le résultat n'était pas concluant.
On s'était dit qu'on allait le refaire la prochaine fois où je venais. Ça s'est pas fait. Je suis revenu ici en 2019, mais ça s'est pas fait. Et honnêtement, je me rappelle plus pourquoi ça s'est pas fait. Peut-être c'est parce que tu n'avais plus les insectes à ce moment-là, quand je suis venu. Manque de temps aussi, oui. Et puis ben là, on a dit, tiens, je venais. Et donc, du coup, on va pouvoir faire une vidéo. Mais, si tu crois qu'on va parler de focus stacking, eh bien non. Eh bien non. Le focus stacking, c'est mis de côté pour l'instant. Voilà. Alors, explique-nous ce que tu fais exactement de nos jours. Alors, en ce moment, ça s'appelle la toy photographie. C'est un terme anglais pour dire photographie de jouets qui sonne pas très bien en français, hein, donc on préfère utiliser le terme anglais, au moins ça reste un peu flou. Ceux qui ne parlent pas français, ils entendent photographie, c'est très bien. Toy, on ne sait pas trop. Mais en fait, il s'agit de prendre des photos de figurines, les photos de jouets si on veut, et de les mettre en scène, pour ce qui me concerne en tout cas, de les mettre en scène comme s'il s'agissait d'une pose sur une image de film. Mais ça peut être tout simplement mettre la figurine ou le jouet en valeur par l'éclairage, par la position. En tout cas, voilà, il s'agit de faire des photos de figurines, de jouets, de modèles réduits. Mais alors aussi dans ton cas, si j'ai bien compris, c'est que tu prends pas simplement un Playmobil ou un Lego, hein, petit clin d'œil à ceux qui durant le Covid avaient fait toute une série sur les Lego. Tu choisis des jouets qui sont en fait pas forcément des jouets. Hein, alors non, c'est plutôt, moi c'est des objets de collection, on va dire, hein, ce sont des figurines qui représentent des personnages de cinéma, des acteurs, donc là, par exemple, vous voyez ici, c'est le Mandalorian. Star Wars. C'est très à la mode. Hein. Donc, ça peut être les Avengers, le Mandalorian. J'aime bien aussi tout ce qui est films d'horreur. Donc, j'ai des séries sur les films d'horreur. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui me plaît particulièrement, puisque ça permet une mise en scène un peu façon film. Pour ça, il faut s'inspirer d'une image de film, par exemple, ou avoir sa propre idée. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de coller à une image de film. D'accord, donc tu essaies de reproduire en fin de compte une scène issue d'un film. Rester dans cette idée, évidemment. J'arriverai pas à coller 100% à l'image, puisque il y a une histoire de décor, une histoire... C'est pas au niveau des lumières, c'est pas au niveau des angles, c'est surtout au niveau des personnages et au niveau des décors, où c'est pas évident de recréer parfaitement. Mais il faut s'approcher, il faut rester dans l'idée, il faut qu'on reconnaisse. Quand on voit l'image, on dit « Ah oui, mais ça me rappelle, j'ai vu ça dans le film », ou... Voilà, c'est l'idée, quoi. Et là, d'ailleurs, bon, on le voit derrière sur les écrans, il y a certaines photos que tu as capturées. Et puis j'en fais défiler aussi en même temps pour qu'on voit ça en meilleure qualité. Et puis peut-être j'en mettrai dans l'article blog également. Alors moi, ce qui m'étonne, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est que on avait Patrice, le gars qui fait des photos de macro avec du matériel qui est assez particulier parce que c'est quand même des machines, pas de torture, mais c'est des machines, il y a du lourd. Et comment ça se fait que tu es passé de la macro, photographier les insectes de près, à faire ça? Certes, on reste dans le petit, dans la reproduction, mais il est où le lien? Alors le lien, c'est la frustration. Et oui, c'est bizarre. Je continue la macro, évidemment, puisque je fais ça professionnellement, hein. Donc j'ai toujours mon matériel, j'aime toujours beaucoup la macro, donc il ne faudra pas qu'on se méprenne sur ce que je vais dire. Mais en fait, dans la macro telle que je la pratique, c'est-à-dire à des rapports de grandissement qu'on peut considérer comme extrêmement forts dans la photo, c'est-à-dire que ça va jusqu'à du 20:1, wow. Oui, c'est assez gros, il n'y a pas vraiment de place pour la créativité. C'est-à-dire qu'il faut faire le cliché le plus juste possible. On ne touche même pas aux couleurs. Je suis passionné par les couleurs, mais on ne touche même pas aux couleurs. Alors toute mon expérience dans la couleur, elle me sert simplement à avoir les couleurs les plus fidèles, ce qui est déjà pas mal, mais rien de fou. Et le sujet est tellement gros qu'il occupe la quasi-totalité de l'image. En plus, on va insister pour mettre un détail vraiment plus en avant qu'un autre. Donc, le sujet est en gros plan, il est mis vraiment en évidence, il est superbe, mais c'est tout, on ne voit rien. Alors, à un moment donné, on peut se dire « Ah ouais, là, je vais être fou,
je vais mettre une lumière, je vais lui cramer le côté droit, ça va assombrir le côté... Oui, mais l'image est cramée, l'autre côté est bouché. C'est pas de l'art, c'est une photo ratée. Hein. Alors, sous peine que la lumière a du caractère, on commence à faire n'importe quoi. Mais la photo, du coup, c'est plus une bonne photo de macro. Et une bonne photo de macro, c'est pas très créatif, c'est pas très artistique. Et il se trouve que j'ai beaucoup d'imagination. Donc je me retrouve dans une discipline où je suis frustrée par le manque de possibilités d'expression, en tout cas de ce que j'ai au fond, de ce que j'ai envie de faire ressortir, de ce que j'ai envie de créer. Et ne serait-ce que pour mon propre plaisir, de voir à l'image ce que j'ai dans la tête. Voilà, c'est très particulier. Peut-être que c'est auto-centré, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et le lien, donc déjà c'est pour me permettre vraiment de réaliser ce qui me plaît, c'est-à-dire des images de cinéma, des mises en scène avec de la lumière, avec de la fumée, avec des effets, mais en n'ayant pas affaire aux gens, parce que j'aurais plus de difficultés à travailler avec du monde, à diriger quelqu'un, à le faire poser des heures et puis râler parce qu'il a tourné la tête au mauvais moment. Donc quand on arrive à avoir des figurines qui ont ce degré de détail, en fait tout est une histoire de taille. On reproduit tout mais en plus petit. D'ailleurs, en parlant de plus petit, pour ceux qui ont vu passer récemment une photo sur la photo Avenue, voilà la taille quand même. Et comment il s'appelle ce personnage? Gros goût. Gros goût. Alors, on va là. Voilà. Donc c'est vraiment pas grand du tout, hein, si on compare à l'autre ici. Il y a une sacrée différence de taille. Voilà. Donc j'ai un peu grossi par rapport à la macro, mais là on reste sur une échelle qui est du 1/6. Donc c'est-à-dire qu'un personnage de 30 cm ferait dans la vie 1,80 m. Et où est-ce qu'on trouve ces figurines? Ça se trouve facilement? Ça se trouve assez facilement sur Internet. Il y a des sites de vente spécialisés. Le problème, c'est que il n'y en a pas non plus des millions et on est quelques collectionneurs. Donc, quand il y a des disponibilités, ça part assez vite. Et cher, ça se trouve. Oui, les figurines coûtent dans cette marque. Les figurines coûtent au minimum 250 €. Waouh! Ouais. Waouh! Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment pas donné. Non. C'est pas donné. Donc en fait, je pense que tu prends du plaisir aussi à être une sorte de directeur photographie, comme si tu étais sur un... J'adorerais, encore une fois, c'est les possibilités, c'est c'est un métier, hein. Après c'est autre chose de diriger sur un plateau et de diriger dans un petit studio. Mais oui, c'est diriger, c'est régler les lumières, le décor, puisque on fait aussi avec un ami que tu as déjà vu, au moins en webcam, mon ami Fred, qui est, on va dire, mon assistant pendant l'hiver, sur son temps libre, qui me construit des décors, donc je fais des plans et lui les construit parce qu'il a des mains en or, donc il fait la réalisation de certains de mes décors, comme le pont d'Indiana Jones, le tunnel pour ça, le ponton, que j'ai pas encore mis en photo, mais j'ai déjà fait des prises de vue pour une photo avec Jason de Vendredi 13 sur le lac, voilà. Donc c'est tout ça, c'est recréer ce monde en miniature. D'accord. Et justement, aujourd'hui, on va pas faire que parler théorique. Non. On va essayer de voir justement comment tu fonctionnes, presque de A à Z. Qu'est-ce que tu as choisi comme photo aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Yoda. Maître Yoda. Yoda, donc c'est la version un peu plus voilà, grande de c'est plus âgé de 700 ans à peu près. D'accord. Alors, par où tu débutes? Donc, comme je le dis, moi, beaucoup de mes inspirations viennent des films, de l'heroic fantasy, de la science-fiction. Tout a commencé dans un livre quand j'étais gamin, qu'on m'avait offert mon grand-père, mais ça concernait les monstres, les créatures mythologiques. Et donc, c'est resté comme ça, et l'imagination me vient des films. Donc, ce que je fais au départ, c'est que quand j'ai l'envie de faire un personnage, comme ici Yoda, je peux me retaper toutes les séries Star Wars pour être complètement baigné dans l'univers Star Wars, écouter les bandes de son
de Star Wars. Et ensuite, il y a une scène d'un film qui m'a plu particulièrement. Je fais une mise en pause sur cette scène. Je regarde comment elle a pu être réalisée dans la tête du metteur en scène. Je regarde ensuite la colorimétrie, la position, et j'essaie de reproduire. Donc la pose, je la mets dans Photoshop, je prélève les couleurs, je regarde ce qui a été choisi, s'ils ont utilisé des méthodes de split toning, si tu veux expliquer. Virage partiel. Voilà. Virage partiel, c'est en fait appliquer une colorimétrie par exemple dans toutes les tonalités d'ombre et une autre colorimétrie pour les tonalités plus lumineuses, et ainsi on se retrouve à avoir différents tons. Et généralement au cinéma, on compte en fin de compte du split toning dans tous les films, généralement à 2 tons. Donc ton froid par exemple pour les ombres, ton chaud pour les parties lumineuses, et ça crée une ambiance. On a ça par exemple dans Amélie Poulain, on a ça là je viens de le revoir, et je pense à ces films-là parce que le directeur de photographie est français. J'ai oublié son prénom, m'échappe ici, mais je suis fan de ce qu'il fait. Je pense au dernier film, c'était The Darkest Hour, c'était le film sur Churchill avec Gary Oldman, et donc on voit le rôle justement de la lumière dans le film. C'est un personnage à part entière, quoi. Quand je regarde un film avec quelqu'un, on peut être sûr que 20 fois pendant le film, je vais l'ennuyer à dire « Oh, tu as vu la lumière, oh, tu as vu les couleurs, oh, tu as vu comment il fait rentrer les rayons de lumière par la fenêtre, toi, tu as vu la fenêtre, la pièce est envahie de fumée. » Enfin, oui, c'est très intéressant de regarder justement les couleurs, les lumières dans les films, les mises en scène, parce que dans le cinéma, c'est une super école pour la colorimétrie, quoi. C'est très très étudié, ils font pas ça au hasard, hein. Donc j'aime bien mettre ma photo dans Photoshop, puis on va dire, voilà, je mets un calque gris en mode luminosité pour voir un peu les couleurs qui ressortent. Ça me donne une idée de ce vers quoi je vais me diriger dans le setup lumière. Ok. Pour la photo d'aujourd'hui, Oui. je propose qu'on affiche là la photo que tu as, ou du moins pas la photo, mais la capture d'écran, on va dire, issue de quel film? De Star Wars épisode 2. Il y a combien d'épisodes au total maintenant? Bon, une neuvaine. Donc épisode 2, petit challenge pour toi qui nous regarde, je t'invite à aller revoir cet épisode et nous dire dans le commentaire à quelle minute dans le film cette prise a été capturée. Voilà. Donc on a cette photo qui est apparente maintenant, et puis on va quitter en fin de compte le studio développement, et puis on va aller en face là-bas, derrière l'appareil, où on a la table à travailler, et voir comment justement on peut jouer avec la lumière pour essayer de recréer cette ambiance-là. Oui. Alors on s'est repositionné, on a en fait le Sony. C'est lequel Sony qu'on a là? C'est le A7R4. A7R4, ok. On va pas parler du R5. Hein. Ne nous fâchons pas, ne nous fâchons pas. Ne nous fâchons pas. Tu es avec un très bon objectif d'ailleurs que j'ai. Le macro 100 mm 2.8, oui. Avec la bague d'extension, c'est l'objectif de chez Canon. Donc je connais très très bien celui-là. Donc le Canon monté sur le Sony. Derrière moi, là on a une petite lumière, c'est simplement pour te montrer l'appareil. Patrice est là pour regarder en fin de compte ce qu'on est en train de filmer. On est en train de filmer avec le Sony. Et en fait, on a la même exposition que quand on va prendre la photo. Donc ça te permet de voir réellement ce que l'on va faire. Donc comme tu peux voir, eh bien, on a Yoda qui est positionné. Je vais prendre aussi en même temps la GoPro ici afin de te montrer en fin de compte le behind the scene, le derrière de ce qui se passe. Alors, tu remarqueras qu'on a ces spots là, ces boîtes noires ici. On a un dôme ici, on en a un autre qui est juste là, on en a un qui est là. Et rassure-toi, on va les voir un par un pour voir de quoi il s'agit. Alors de quoi il s'agit d'ailleurs? Ça s'appelle des LumeCube. Des LumeCube. Alors, je te le montre ici, là, c'est en train de flasher. C'est relativement petit, c'est très puissant. Hein. J'ai celui-là là, que j'ai placé pour l'appareil photo. C'est très très puissant et ça vient avec plein d'accessoires. Alors, on peut les recharger, ça marche sur batterie. Combien de temps ça dure? Je suppose que ça dépend de... Oui, ça dépend de la puissance à laquelle on les règle. Les nouveaux, ils tiennent 1h30 en puissance maximum quand même. Ah, quand même. Oui. Et les anciens, une demi-heure en puissance maximale. Hein. Sinon, plusieurs heures
au minimum. Alors là, on a une sorte de petit pare-soleil ici pour rediriger un petit peu plus le faisceau. Alors en fait, c'est un peu le principe des MagMod. Et on fixe nos accessoires là-dessus. C'est magnétique aussi? Voilà. D'accord. Et donc là, sur cette boîte, eh bien, on trouve différents accessoires. Et effectivement, donc on retrouve le dôme qui va nous permettre de diffuser un petit peu la lumière, de réduire l'aspect spéculaire. Ensuite, on a des snoots que l'on a ici, là. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment de l'équipement de flash en miniature. Et puis, on a des gels. Et on voit d'ailleurs les aimants. Donc là, c'est un Warm Level 3. Donc, c'est un CTO ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a du CTB en... J'ai particulièrement des CTO et des diffuseurs. Après, pour tout ce qui est des couleurs un peu particulières, j'utilise plutôt des feuilles de gélatine que je coupe. Ah, c'est ça, c'est comme on va voir que tu utilises. Très bien. Et alors, un accessoire qui va être super utile ici, parce que bon, le snoot, ça peut être pratique, mais si on veut vraiment avoir un peu plus de flexibilité, c'est les bundles, comme on dit en anglais, donc les volets, hein, c'est ça. Et ça va nous permettre donc de réduire le flux comme on le sent, en haut, en bas, sur les côtés, etc., etc. Donc voilà un peu le setup. Donc on a une lumière qui va être derrière, on va en parler justement dans un instant. On a ces deux briques ici, ces deux pavés. Et alors ce qu'il faut dire également, et tu comprendras plus tard pourquoi, c'est que derrière on a une télé, cette grande télé qui est là. Alors on ne va pas afficher une image, mais tu l'utilises de temps en temps pour afficher une image, à faire un fond. Mais on va voir, c'est peut-être la surprise pour tout à l'heure, pourquoi ça va être très utile, même si on ne l'allume pas. Alors, je vais arrêter la GoPro, je vais la mettre sur le côté. Et puis là, bah, monsieur, tu vas me guider, hein, tu vas me dire comment, par où tu commences. Est-ce que tu vas commencer par la keylight? Et si c'est ça, eh bien, quelle est ta keylight? La keylight, c'est quoi? C'est la lumière principale. C'est vraiment la lumière dont va dépendre le schéma de lumière qu'on va utiliser. C'est celle qui serait la lumière qu'on garde si on devait enlever toutes les autres lumières. C'est notre lumière principale, quoi. Alors on va parler hein, d'ailleurs de keylight dans le stage sur le portrait en lumière naturelle et lumière flash, puis on va parler de la pose également, mais on verra ce que c'est que la keylight. Quand on utilise plusieurs sources de lumière, eh bien par où on commence? Il y a plusieurs écoles, on peut commencer soit par la keylight ou bien par les éclairages secondaires, voire tiers, parce que ben, si on commence par les tiers par exemple, ça évite d'être influencé trop par la lumière principale et des fois certains vont préférer commencer par la lumière principale. Donc toi tu commences? Alors actuellement, enfin sur celle-ci, je vais commencer par la keylight. D'ailleurs, je tiens à préciser que comme pour la vidéo, on est quand même obligé d'avoir une lumière ambiante, les effets ne sont pas exactement aussi précis que ce qu'on aurait quand on shoot dans le noir et qu'on règle vraiment au poil près la lumière. Mais on va quand même avoir une bonne idée du rendu. D'ailleurs, je te coupe là-dessus, quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure, hein, c'est que ces LumiCube, en fait, peuvent être contrôlés par Bluetooth par ton téléphone. Oui, c'est ça. Donc ça permet vraiment d'ajuster la puissance beaucoup plus facilement, surtout quand tu veux être le plus précis possible. Je pense d'ailleurs au cube qu'on a derrière. Ouais. Le fait de pouvoir l'allumer, ça nous oblige à le déplacer, alors qu'on pourrait faire ça en remote. C'est ça, et puis de temps en temps, on se rend compte quand on rajoute des lumières, ben, d'un coup, la scène devient un peu trop lumineuse sur une partie. Alors, régler avec le téléphone, ça serait beaucoup plus facile. Plutôt que d'avoir à tout retoucher, on bouge le slider sur le téléphone et on règle comme ça. C'est vrai que ça facilite la vie. Alors, on commence par la keylight. Alors, on commence par la keylight. Et là, pour celle-ci, ça va être celle de devant qui va éclairer avec un gel bleu. Ok, alors, je vais... Voilà. Alors, sur cette bleue, je vais récupérer la GoPro pour qu'on puisse le voir. Donc, on voit bien que l'on a les volets ici. Et puis, tu peux voir le flux hein, de lumière qui sort, qui est bleu là. Et alors, ce qui est intéressant, puisqu'on filme en même temps avec le Sony, c'est qu'on va pouvoir vraiment comprendre justement l'effet de cet accessoire ici. On voit que la lumière, là, elle s'arrête un peu au menton. Hein, ouais, entre le menton et... à peu près à cette hauteur-là. Alors que si je remonte le volet, eh bien là, ça remonte au-dessus des yeux. Donc, on va...
Et donc pourquoi cette qu'il-a et pourquoi ce bleu? C'est parce que dans la scène, on voit que Yoda, il absorbe les rayons que Palpatine lui envoie, les éclairs. Ces éclairs, comme ils sont de très haute température, ils ont un rayonnement bleu. Donc, comme c'est un fort rayonnement, malgré la lumière ambiante, c'est eux qui vont prendre l'ascendant sur cette lumière, donc, et qui vont être projetés sur le thorax de Yoda. Et donc, quand même, vu les reflets, vu les reliefs du visage de Yoda, ça va aussi lui éclairer le menton, la joue. Puis c'est normal, il faut bien s'imaginer qu'avec une source de lumière aussi puissante dirigée dans les mains comme ça face à la poitrine, ça nous éclairerait le menton. Donc ce qu'il faut faire quand on prévoit un effet dans Photoshop, un effet lumineux, il faut quand même prévoir avant, si on est plus centré sur l'aspect photographique, prévoir les lumières en réel, en physique. L'effet sera de toute façon beaucoup plus joli s'il y a déjà une lumière naturelle, enfin naturelle, on va dire une lumière physique réelle, voilà, qu'on vient ensuite arranger avec des effets. Plutôt que mettre un effet et rajouter de la lumière par Photoshop qui va quand même modifier le pixel, on n'aura pas la même qualité de lumière. Et puis ça t'aide aussi à voir un peu plus ce que tu vas obtenir au final. Quoi. Oui, c'est ça. Parce que c'est plus amusant. C'est plus rigolo, c'est le travail photo. Hein. Et comme j'avais précisé, moi j'aime bien prendre la photo, la mettre dans Photoshop, la photo issue de la pose de la vidéo. Et je mets un calque de luminosité dessus, un calque gris neutre en mode luminosité, ce que je vous invite à faire d'ailleurs sur beaucoup de vos photos, pour voir en fait quels tons ressortent particulièrement et pour voir un peu comment assortir les couleurs ensemble. Donc cette lumière bleue, de la voir en physique, comme je sais que je veux lui mettre une lumière complémentaire et qu'il va falloir régler tout ça après, c'est pas mal de l'avoir dès le départ en vrai, effectivement. D'accord. Du coup, ensuite, on en vient à cette fameuse lumière complémentaire qu'on va mettre sur le décor. Et alors, elle est doublement complémentaire, puisque, en fin de compte, non seulement elle vient en deuxième, mais d'un point de vue colorimétrique, c'est bien la couleur opposée, plus chaude, et donc qui est complémentaire. Elle aussi, elle est peut-être pas à 180 degrés sur la roue chromatique, hein, mais ouais. C'est une lumière qui se marie très bien avec ce ton de bleu. Hein. Donc on voit que là aussi, on fait appel à ces volets pour justement régler le flux de lumière. Et tu avais une volonté de ne pas avoir cette lumière sur la totalité de la pierre comme on a là. Voilà. Alors, on peut la laisser si on veut, mais ce qu'il y a, c'est que mon décor, il n'est pas identique à celui du film, et je voudrais qu'il se rapproche quand même de celui du film. Mais celui du film a des beaux reliefs dessus. Moi, j'ai pas de relief là-dessus, donc on va créer des reliefs en fait avec des différences de lumière. Alors tu me dis stop. Bon, stop, voilà. Histoire que ce soit pas uniforme. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on utilise? Ensuite, on va utiliser la rim light. Alors, c'est laquelle? Celle du haut, celle du bas? Alors moi, là, c'est celle du bas, celle de derrière. Et si tu veux dire un mot sur la rim light. La rim light, oui, on va parler, c'est marrant parce que c'est les mêmes principes. En fin de compte, tout ce qu'on dit là, c'est le même principe. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser que je peux accrocher la GoPro comme ceci et ainsi, on va pouvoir un petit peu mieux voir. De toute façon, tu sais, c'est mon application en miniature de ma formation portrait en studio. Hein, et j'applique les mêmes règles en miniature, tout simplement. Donc là, je vais prendre celle-là. Donc oui, rim light, c'est quoi? Rim en anglais, c'est le contour. Et donc rim light, c'est la lumière qui va nous aider à marquer le contour ou à démarquer en fin de compte le sujet ou l'élément que l'on souhaite photographier. Donc dans la scène, on s'aperçoit que Yoda a les cheveux vraiment qui ressortent très blancs hein, tout autour. Et c'est avec cette lumière-là qu'on va faire ressortir cet effet. Donc, est-ce que tu peux l'enlever pour qu'on voit bien la différence? Donc voilà, pas de cheveux blancs. Et quand on le met, cheveux blancs et le contour des habits un peu plus marqué. Alors tu me dis si l'angle te convient? Oui.
Oui, c'est bien comme ça. Ok. Donc, ensuite, alors, la dernière lumière, elle est intéressante, celle-là, parce que c'est une autre règle au niveau du flash, qui est que si on veut vraiment avoir des couleurs riches dans les gels, il faut réduire la puissance de son flash. Et là, tu vas un petit peu l'utiliser dans le même esprit, en fin de compte. C'est ça. Donc, celle-là, elle va nous servir à quoi? Alors, avec elle, en fait, je vais passer un petit peu ces couleurs qui sont très prononcées, parce qu'on veut éclairer la scène, mais qu'elle ne soit pas éclairée que par des couleurs. Ça ferait assez carnaval. Alors, je récupère la GoPro pour qu'on comprenne bien. Il s'agit donc de cette lampe ici. Et si je me mets dans le même axe, eh bien, on va comprendre que cette lumière va pointer sur la scène, mais pris du haut. Voilà. Et elle va écraser un petit peu toutes ces lumières colorées, en les laissant quand même apparaître, mais en donnant de la luminosité à la scène. Et on l'a bien vu, hein, là, à quel point la tonalité orange sur la pierre a diminué. Et là, je me suis trompé de bouton, je suis en train de l'augmenter. Et on voit que plus j'augmente, plus la colorimétrie sur la pierre diminue. Ou du moins, elle ne diminue pas, mais c'est la tonalité orange qui diminue. Donc, tu me diras... Alors, dès que tu arrives à fond, voilà, et encore un petit coup. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, là, on a nos couleurs. La scène, elle est réglée à peu près dans le même angle que le film. Les couleurs, ça ne se voit pas encore maintenant, mais on fera ce qu'il faut au développement pour les abaisser un peu et se rapprocher au plus possible. Et si je baissais la lumière là, ça resterait encore fort. Oui, on peut baisser la lumière ambiante déjà pour se rendre plus compte des couleurs qu'on a. Ouais, vas-y. Oh, waouh! On voit bien, à l'œil nu déjà, on voit bien la différence. On voit bien la différence. Voilà. Donc ça, obtenir les couleurs qu'on veut, hein, comme dans le film, il n'y a qu'avec ce mélange de couleurs là que je vais y arriver facilement, sans trop galérer pendant le développement. Alors c'est quand même très amusant. Et ce que l'on voit, j'espère que certains l'auront noté maintenant, c'est que depuis qu'on a allumé les lumières autour, est-ce que toi qui nous regardes, est-ce que tu comprends pourquoi il y a un intérêt à avoir cette télé, ou du moins cette surface réfléchissante derrière, même si on ne l'allume pas? C'est le fameux bokeh naturel. Alors parle-nous de ça, parce que des fois quand je regarde certaines de tes photos, eh bien, la première réaction c'est de dire tiens, pourquoi tu as laissé ça, pourquoi tu as laissé ci? Mais en fin de compte, il y a une certaine volonté de laisser les imperfections. Exactement. Au cinéma, ils traitent beaucoup de choses et des fois, on a l'impression que c'est des erreurs, mais pas du tout. Ils rajoutent volontairement des effets de flair, des fuites de lumière, du glaire, donc tous ces petits effets de lumière. Et c'est vrai que quand on fait de la toy photographie, au lieu de nettoyer une photo et de la faire la plus propre possible comme on ferait en photo traditionnelle, au contraire, on va rajouter tous les petits aspects, toutes les salissures, tous les petits défauts qu'on pourrait trouver, non pas si la photo était bâclée, hein, mais si on avait pris une photo juste comme ça, pour que ça ait l'air plus vrai. Donc, quand vous voyez une toy photographie, n'allez pas dire à son photographe « Ah, là, t'as oublié, il y a des ordures qui traînent par terre ». Si vous voyez un sac poubelle dans une scène de toy photographie, les placez là volontairement. Faites pas la même erreur que moi, parce que ça m'est arrivé de lui dire « Mais pourquoi t'as laissé ça ?» Des fois, ça peut être des erreurs, mais généralement, comme c'est de la photo qui est très travaillée, quand on voit qu'il y a une grosse fuite de lumière ou qu'il y a du bokeh un peu prononcé, c'est travaillé, c'est fait exprès. Alors maintenant, on va la prendre cette photo. Oui. Alors, la question c'est, est-ce que je peux la prendre sans avoir besoin d'arrêter la vidéo? Non. Donc, je vais arrêter la vidéo et puis on va... Alors j'étais sur l'œil... Le plus proche. Oui. Ah, s'il y avait un R5, hein, il l'aurait vu ça l'œil. Ah là là. Alors peut-être tu vas la faire par la mise au point à cause du manque de lumière. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma lampe ici. Voilà. Hop, je cache la lampe.
on va retourner à l'ordinateur Ouais. et tu vas nous montrer comment tu fais ta magie. Allez. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est prêt à travailler cette photo, du moins tu vas travailler la photo, moi je vais rien faire du tout. Mais je pense qu'avant d'attaquer ça, eh bien, il faut quand même expliquer quelque chose. C'est évident que tu es dans un fauteuil roulant, Ouais. mais je pense qu'il est important aussi de souligner que tu es tétraplégique. Oui. Et s'il y a une des raisons pour laquelle j'avais voulu faire cette vidéo avec toi il y a quelques années de ça, c'est parce qu'à quel point ce que tu fais, en fait, m'a dramatiquement marqué. On est tous à trouver des excuses pour pas faire les choses constamment, à dire ah si seulement j'avais ça, si j'avais cet objectif là, ah s'il pleuvait pas, ah s'il faisait beau, ah si j'habitais en Écosse, j'ai la chance d'y être, ah si, ah ça, mais tout ça c'est peanuts, tout ça c'est rien du tout. Quand on te voit travailler, je trouve ça extraordinaire. Je suis admirable. Tu l'es, cher ami, tu es admirable. Parce qu'il faut quand même réfléchir une seconde. De se dire, tétraplégique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, monsieur, que, eh bien, il ne peut pas utiliser ses mains. Ça paraît con à dire, mais comment on va éditer les photos si on ne peut pas utiliser les mains? Et en plus, il ne va même pas utiliser les pieds. Non plus. Non plus. Alors, d'où le masque Dark Vador que tu portes? Voilà, c'est ça. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est un porte-harmonica sur lequel j'ai mis un trackpad. Donc, j'utilise le trackpad au menton ou sous le dessous de la lèvre. Donc, ça me permet d'utiliser, en fait, comme on ferait à la souris, hein, mais je le fais au menton. D'accord. Alors, tu le fais avec le menton ou tu le fais avec la langue contre la lèvre? Parce que je crois que... Souvent, c'est la langue contre la lèvre. Et avec le dessous de la lèvre, je viens de toucher le trackpad. Et si jamais je veux le double-clic, je fais comme si je lui faisais un bisou un petit peu. Comme ça, ils sentent deux toucher en même temps. Alors, je pense que ça vaut vraiment la peine d'insister, de réfléchir une seconde, surtout pour nous qui avons l'habitude d'utiliser Photoshop, etc., de penser une seconde à la difficulté. Parce que dans Photoshop, ne serait-ce que l'outil, et je pense à un outil très particulier, c'est l'outil tampon. Hein? Monsieur et madame tout le monde, quand on utilise l'outil tampon, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner notre source, ça veut dire qu'on est obligé d'appuyer sur une touche du clavier, et cliquer sur la souris en même temps, prendre notre source, et ensuite lâcher le clavier, et aller peindre là où on veut. Toi, dans ton cas, ça pose un souci. Oui, oui. Donc, comment tu faisais avant? Je peignais. Il peignait, monsieur, madame. Ouais. Il peignait. Le gars, je l'ai vu prendre la brosse, faire un sample, identifier la couleur, parce que Patrice est toujours en train de parler de couleur. Il identifiait la couleur du pixel qu'il faisait et il s'amenait à peindre. Une des premières conversations que j'ai eues avec lui, j'ai dit « Non, mais franchement, il doit bien y avoir une autre solution que ça. » Oui, c'était... Oui. Et exactement, donc je repeignais tout ce qui avait besoin d'être retouché, tout ce qui avait besoin d'être repassé, je le refaisais au pinceau en échantillonnant les couleurs et allez, c'est parti. Et donc, un jour, il m'a dit « Ouais, et pourquoi pas le correcteur, le pansement ?» Et j'ai dit « Ben non, pourquoi le pansement? Je peux pas appuyer sur d'autres touches. » Il me dit « Ah mais déjà, le pansement, t'es pas obligé, tu cliques et ça marche. » Et moi, j'avais arrêté d'utiliser Photoshop il y a des années. Tu pensais au pansement localisé? Oui, et j'étais restée à cette utilisation-là et je m'étais dit, il y a des tas d'options de Photoshop que je peux pas utiliser, donc j'utilisais Photoshop. Je connaissais déjà pas mal, je l'avais beaucoup utilisé il y a longtemps, mais je l'utilisais vraiment peu et avec le pinceau pour les 3/4 des retouches. Donc, comme tu m'as mis la puce à l'oreille, là, j'ai vu que ça marchait bien, puis j'ai eu envie de me pencher un peu plus. On avait essayé de trouver une solution ensemble pour réussir à faire marcher le clavier en même temps que la souris. Et du coup, on a utilisé le clavier virtuel qui est intégré à l'ordinateur et qui permet d'aller cliquer et de maintenir. En fait, le clavier maintient tout seul les touches, tout ce qui est touche option, majuscule, commande. Donc en fait, toutes les touches qui sont très utiles dans Photoshop. Hein. Et ce qui permet du coup, alors c'est plus long que ce que vous feriez à la main, hein, mais ça, je vais sur un clavier visuel sur l'écran, je clique sur la touche option pour échantillonner, et ensuite la touche option reste enclenchée jusqu'à ce que j'aille avec la souris cliquer à l'endroit des pixels où je dois échantillonner. Voilà. Donc c'est beaucoup plus long
que si on fait ça à la souris ou à la tablette graphique. Déjà, quand on imagine que les gros utilisateurs de Photoshop, ils se plaignent de la souris comparé à la tablette graphique, au menton, c'est une autre paire de manches. Le niveau de précision... Donc tout est faisable, mais c'est plus long. On n'a pas les niveaux de pression qui peuvent aider beaucoup. Pour les effets spéciaux, si on met par exemple une courbe de correspondance de couleurs, hein, où on fait un dégradé, et on va remplacer une couleur par une autre, selon la quantité, selon l'opacité. Tout ça, évidemment, c'est plus facile de gérer ça avec la pression au stylet, mais c'est faisable aussi à la souris avec un petit peu de travail. Et alors, combien de temps ça t'a fait économiser entre ce que tu faisais de méthode peinture à la Corel Draw et passer avec ces raccourcis clavier En gros, disons qu'on passe ce qu'on faisait en 15 heures, maintenant c'est en 1 heure par exemple. Ah oui. C'est dingue. Mais quand on pense qu'un coup de pansement, c'est immédiat, à la peinture, si on veut refaire 50 pixels et qu'on se rend compte qu'il y a 30 tons différents, il faut aller échantillonner 30 fois et repasser, faire ses dégradés, remettre un pixel par-dessus l'autre et puis augmenter les opacités pour faire les différences de texture. Enfin, c'est très long. Et tu l'as fait pendant longtemps. Ah oui, oui, oui. Bon, après ce voyage en Memory Lane, on va voir ce que tu es capable de faire maintenant, hein, mon garçon, après avoir monté la pression. Ok, donc je vais te retourner et puis tu vas faire ta magie. Ok, donc là on est dans Lightroom. Généralement tu travailles depuis Lightroom ou est-ce que tu utilises Bridge ou Camera Raw directement dans Photoshop vu que tu fais beaucoup de travail dans Photoshop? Alors, si c'est juste une photo, je l'ouvre directement avec Camera Raw. Après, quand c'est des séries, c'est vrai que j'ai tendance à passer par Bridge plus que par Lightroom, question d'habitude, hein, dans mon workflow. Mais là, voilà, par rapport aux utilisateurs de la Photo Avenue, on va passer par Lightroom puisque j'utilise aussi Lightroom. Comme ça sera cohérent avec la formation Lightroom et les utilisateurs aussi de GPPP. La formation Photoshop. Voilà. D'ailleurs, si tu ne connais pas la valeur de cette formation Photoshop, je t'invite à cliquer en haut à droite, tu vas avoir toutes les informations. Et d'ailleurs, ce qu'on va voir aujourd'hui, tous ceux qui ont suivi la formation Photoshop de Tom, ils pourront le faire facilement. Il y a juste un truc qu'on va faire, c'est se créer un pinceau et utiliser les styles d'effets. Mais rien de sorcier pour ceux qui ont suivi la formation. Donc là, on voit sur une des vues qu'on a, on a en haut sur l'écran la photo finale qu'on va essayer d'obtenir, que toi, tu avais déjà fait en ton temps. On va s'en rapprocher, en tout cas. Ouais. Et... Parce que j'avais bougé effectivement les volets de l'éclairage un petit peu, donc on n'est pas forcément exactement pareil. On avait la lumière ambiante également qui rentrait en jeu. Donc... Voilà, là on voit la différence entre les deux. Hein. Une grosse différence de saturation déjà qu'on peut voir. Ouais. Et ce qui est rigolo, on peut se demander pourquoi tant de bleu et tant de orange, mais on va voir à la fin qu'avec les réglages, on va arriver à... On va pas arriver à ça, mais on va arriver à ce type. Voilà. Je me reprends mon Yoda. On part dans le module développement et on commence. Alors déjà, je me suis organisé les panneaux en fonction de ce que j'utilise le plus et dans l'ordre que j'utilise. D'accord. Donc, supprimer l'aberration chromatique, activer le profil. Ouais, correction de l'objectif. Alors là, là, il ne trouve pas en fin de compte l'objectif, c'est normal puisque tu étais sur un appareil Sony avec un objectif Canon. Non. Donc c'est normal qu'il ne le trouve pas, mais tu l'as dans la liste puisqu'il est connu cet objectif-là. Exactement. Et on commence. Alors, ma température de couleur, je n'ai pas y touché. Par contre, d'expérience et pour avoir déjà fait cette photo, je sais que je vais devoir augmenter un petit peu l'exposition par rapport aux autres réglages que je vais utiliser. Alors je pourrais l'augmenter à la fin. Le problème,
si je commence pas par l'augmenter maintenant, c'est qu'en fait, en bougeant les autres réglages, je vais avoir une fausse impression que mes réglages sont mauvais, tout ça parce que l'exposition dès le départ aura pas été bonne. Alors on peut y revenir, évidemment, hein. Mais si dès le départ on est bien, c'est pas plus mal. On évite de se poser des questions. Puis j'aime bien croire que quand Adobe ils ont développé leur programme, ils ont fait ça dans un ordre assez logique, tu vois, dans la chronologie du développement, quoi. Même s'il n'y a rien qui empêche de descendre et remonter, hein. Je vais y aller. Comme ça. Voilà. Le contraste, on peut voir sur la photo référence qu'ils sont bien cassés, les contrastes. Ils sont bien descendus. Alors ça, c'est un effet qu'on peut obtenir si on ne veut pas trop passer de temps dans Lightroom avec les curseurs. On obtient déjà un bel effet comme ça avec l'utilisation de la fumée. Seulement après, quand on utilise la fumée, il y a d'autres challenges qui rentrent en main. Voilà, les faisceaux de la lumière qui ne sont pas forcément là où on veut, la lumière qui se diffuse énormément et qui... Enfin, dans ta version qu'on voit au-dessus à l'écran, ouais. T'avais utilisé la fumée ou pas? Non. Non. Surtout que là, c'est la version... en haut, c'est la version du film. Ah oui, c'est la version du film, autant pour moi, je croyais que c'était une version que tu avais faite préalablement. C'est intéressant comment on récupère en fin de compte l'information qu'on avait sur les... au niveau des yeux, même si on avait éclairé jusqu'au nez et au menton, tu as réussi à ressortir la lumière avec les noirs en les baissant, quoi. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que là, on peut se demander encore. Mais ce qui va vraiment donner tout l'effet, c'est quand on va toucher à la vibrance et la saturation. Alors pourquoi je touche à ça? Parce que... C'est la texture, hein, sur le côté. Ouais, texture, ouais. Et je vais baisser aussi la clarté. Alors est-ce qu'on a besoin de rappeler les différences entre texture et clarté? Je te laisse faire. Je dirais pour faire simple, hein, texture c'est vraiment pour rajouter ou réduire effectivement la moindre texture qu'on pourrait avoir par exemple sur un tissu où c'est vraiment du très très fin. Et la clarté, je définirais ça comme en fait un contraste dans les mitons. Mais quand on le voit visuellement, en vulgarisant, on pourrait dire que c'est un contraste plus fin. Voilà. Mais la texture elle va être un peu plus subtile que la clarté. Donc là, je suppose que la texture, tu l'as réduite pour réduire la texture qu'on pourrait avoir sur ce qu'il porte. Ouais. Et alors que la clarté, ça va affecter des crevasses, des rides. Exactement. Et tu vois, le front, enfin tout le visage, si on peut appeler ça un visage, de Yoda sur la photo issue du film, là, comme il est en mouvement et tout en plus, bon, c'est très lisse, on voit beaucoup moins de détails. En fait, on voit les crevasses, mais on voit plus vraiment les traits qu'il a sur la figure. Tout est lissé et en baissant la clarté, on arrive un peu à revenir à ce résultat. Et puis tu récupères aussi, la clarté, elle a un effet qu'on n'a pas dans la texture quand on la diminue, c'est qu'on se retrouve à avoir une sorte de glow. Alors je sais qu'en français on dirait ça comment, une sorte de rayonnement. Ouais. Un flou qui apparaît, qui rayonne en fin de compte. Alors que c'est un flou brillant un peu. C'est un flou brillant, ouais. C'est pour ça justement que, petite parenthèse sur la clarté, c'est que quand on a évité par exemple sur les lampadaires, parce que si on augmente trop la clarté dans une photo où on a des lampadaires la nuit, eh bien on va se retrouver à avoir des contours autour de la source lumineuse et ça fait absolument atroce au lieu d'avoir un rayonnement qu'on aurait naturellement, quoi. Là pareil, il y a une différence entre la vibrance et la saturation. Donc la saturation, elle va jouer sur toutes les couleurs de la photo, qu'elles soient déjà bien saturées ou pas bien saturées. Alors que la vibrance, on va dire que elle est plus sélective, elle joue plus dans les tons qui ont besoin d'être saturés, c'est-à-dire que on obtiendra plus difficilement une sursaturation avec la vibrance qu'avec la saturation qui va aller jusque là où on le dit. Par exemple, avec une désaturation, on peut arriver à un noir et blanc en la baissant complètement, alors qu'on n'y arrivera pas avec la vibrance. Et pour les tons chers, enfin les tons de peau,
Euh, la vibrance est plus douce. On arrive moins à des tons rouges ou Orangé. orange et tout ça, voilà. Mais là, on a besoin de jouer avec les deux là. De toute façon, c'est une nuance. Ces deux paramètres-là, autant il y a d'autres paramètres dans Lightroom qu'on ne trouve pas forcément sous le même terme dans Photoshop. La vibrance et la saturation, on l'a vu effectivement dans la formation de Photoshop. Et alors là, alors il n'y a pas les effets hein, des éclairs, mais des gens se rendent compte sur le Yoda. Qu'il est déjà éclairé par ce qu'on va rajouter. Mais si on regarde de là, Ouais. à là, on se rend compte qu'on est déjà beaucoup plus dans les tons du haut de la photo là. Même s'il lui reste encore un peu de vert. Alors c'est marrant d'ailleurs, en parlant du vert, que on a tous en tête que Yoda c'est un personnage vert, etc. Mais en réalité c'est un vert très pâle, un peu vert amande. Donc on va pas chercher à faire un vert très foncé, très saturé. Non, surtout que dans l'image de base, je me demande même si c'est un gris en fait. Hein. Et je me demande même si il y a beaucoup d'endroits où il me semble tirer un peu vers le bleu. Mais... Hmm. Maintenant, on va mettre des filtres, enfin des masques avec filtre. C'est filtre que ça s'appelle C'est le linéaire. filtre, oui. Que tu vas Ah, utiliser du radial. Alors pour les murs, du linéaire, D'accord. mais on va utiliser un radial pour redonner un peu de luminosité au thorax et sous le menton. Hmm. Donc, je dis linéaire et puis je commence par radial, c'est bien. Non, mais c'est pas grave. Tu peux commencer par l'un ou l'autre. Je vais sommer. On va faire linéaire. Et on va le mettre sur ce mur. Sur la droite. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'assombrir, non, un petit peu. Ouais. Et là, j'ai le choix. Ou je passe à la brosse pour le côté gauche, ou je duplique mon filtre et je l'installe à gauche. Voilà. D'ailleurs, est-ce que ce travail-là, tu le ferais dans Camera Raw ou est-ce que tu aurais fait simplement la première partie où on a géré l'image globalement avec les réglages de base et ensuite tu balances ça dans Photoshop et tu utilises les calques d'ajustement, etc. pour faire justement ce qu'on est en train de faire là maintenant? Pour moi, ça, là, c'est ma manière de voir les choses, mais pour moi, là, je suis encore dans le travail de développement et dans la correction des couleurs et de la lumière. Dès que ça sera comment on peut dire ça? Dès que ça sera... Effets spéciaux et... Oui, effets spéciaux, et puis tu sais, quand tu mets ta patte sur la couleur, Ouais. là, je fais ça en dernière étape dans Photoshop. Mais tant que je considère que je suis encore dans la correction de la lumière, des couleurs, je fais ça sur mon RAW, dans Camera Raw ou dans Lightroom. D'accord. Alors là où ça devient un peu délicat, c'est que autour du bras, je voudrais pas me retrouver à avoir un liseré ou quelque chose qui fait dire qui attire l'œil en fait, tu vois, et dire ah ben il y a une auréole autour, c'est mal fait. Donc je vais pas aller trop loin sur ce niveau-là. En plus, ça le décroche un petit peu. Voilà. Là, je pense que pour Lightroom, on va s'arrêter là. À part, comme j'ai dit tout à l'heure, on va mettre un petit filtre radial, voilà. Il faut bien penser qu'il a l'éclair au niveau des deux mains. Et la lumière, elle est tellement intense, qu'elle va lui éclairer la poitrine, le dessous du menton, ses joues. Donc on va remonter un petit peu. Voilà. Et comme c'est censé être une lumière qui vient d'une température très forte, forcément elle sera un peu froide. D'où l'intérêt du filtre, du gel bleu sur la lumière principale au départ. Exactement. Donc là, je pense que
On est pas mal, même s'il y a encore du chemin. Mais ça, on l'obtiendra avec les effets. Maintenant, avant, après. Donc, on voit bien, encore une fois, que c'est beaucoup plus sombre. Beaucoup plus... C'est plus terne encore. Mais petit à petit, avec le vignettage, quand on finira, on va assombrir encore les bords. L'éclair, ça va rajouter de la brillance, donc ça va faire du contraste entre Yoda et les éclairs, et petit à petit on va se rapprocher de cette image. Mais là, on est bien pour commencer dans Photoshop. Du coup, tu l'exportes comment? Simplement, ou est-ce que tu le fais en tant qu'objet dynamique directement? Normal par la commande. Commande E? Ouais. Voilà, donc là, on a donc notre Yoda dans Photoshop. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en premier le pansement. Pour enlever tout ça et à la limite carrément même fusionner le calque du correcteur avec l'image de base. Parce que quand on se rend compte après, quand on met des courbes, ce genre de choses, il y a des gros soucis avec les pansements, avec le tampon. Si on les place avant, après, c'est des... Je pense par exemple aux cheveux qu'on a là devant l'oreille. Si jamais on venait à vouloir l'assombrir ou l'éclaircir, enfin le pire ça serait l'assombrir, et qu'après coup on voudrait le retirer, ben, en assombrissant, eh bien, le tampon aurait du mal, le petit pansement aurait du mal à vraiment détecter correctement le cheveu, et on va se retrouver avec des trucs avec des contours très nets et pas beaux du tout, quoi. Donc là, je prends... Alors j'en profite justement, là, puisque quand on enregistre l'écran, là, on enregistre l'écran principal, mais on peut regarder sur la deuxième vue que effectivement Patrice utilise au total 4 écrans, mais principalement 2 en ce qui concerne Photoshop, où on voit tout un écran utilisé avec toutes les palettes, toutes les brosses qu'il peut utiliser, etc. Parce que du coup c'est beaucoup plus facile pour jongler d'un type de pinceau à un autre. Et sur l'autre qu'on ne voit pas dans l'enregistrement, mais qu'on voit avec un petit peu, ou non on ne voit pas vraiment, avec le R5 qui enregistre, c'est on a le panneau de l'historique, le panneau des couches et le panneau des calques qui est affiché donc sur cet écran-là. Mais c'est vrai que c'est bien, moi j'aime bien là, le fait d'avoir toutes tes variantes d'éclairs qu'on a sur cet écran à gauche, là, ça aide à le voir, quoi. Ah bah oui, oui. Tout ça, c'est des éclairs que je me suis fait petit à petit. Je m'agrandis ma collection d'éclairs, de nuages, de pinceaux. On peut en trouver sur Internet, évidemment, en acheter, mais comme c'est facile de les faire, et que ça fait des très bons exercices dans Photoshop, j'aime autant me les faire. Donc voilà, on n'a pas corrigé grand-chose. Alors, sinon, le tutoriel, il pourrait durer des heures si on passait vraiment tout le temps à faire absolument toutes les retouches qu'il faut. Là, le but, c'est d'y arriver assez rapidement, donc... Alors, qu'est-ce que tu penses? Oui, non, je le ferai après quand tu dézoomeras. Voilà. Mais là, par exemple, ce genre de couture, ça trahit l'échelle. Oui, parce que ça paraît beaucoup plus gros que ce voilà. que ça serait en... Donc ça, normalement, il faudrait le faire disparaître. Les petits poils ici. Ouais, du reflet, ouais. Voilà, c'est pareil, ils sont énormes. Il faudrait les faire disparaître. On peut les enlever, mais on va pas passer 3 heures. Le but, c'est de montrer assez rapidement comment arriver de l'image de départ à l'image d'arrivée. Donc... La chose que je voyais, c'est marrant, parce que vraiment petit, elle ressort d'ailleurs davantage. Que penses-tu de ce triangle de cheveux? Est-ce que tu crois que ça va trahir d'un point de vue lumineux? Alors, vu là comme ça, c'est pas bien beau. Moi, je pense que c'est pratiquement cramé. Donc le foncé, on va dire, ça va être difficile. Tu clones par-dessus le... Mais voilà, où je clone, où je laisse, où on peut carrément enlever par rapport à la perspective. Les cheveux d'ici, ils manqueront pas vraiment. Après là, peut-être bien de les garder par rapport à l'image originale.
Ouais, on voit quand même que c'est... Il y a un point là, ouais. Je suis... Si on regarde Ouais, tu l'as. dans le panneau info, donc il est réglé sur TSL d'un côté et RVB de l'autre. Et on est quand même 97, ouais. très très haut, donc c'est pas mort, mais il n'y a pas grand chose. Ça, normalement, il faudrait peut-être s'en soucier au développement. Bon, c'est un détail, mais c'est vrai que c'est... je pense que c'était important de le souligner. Ouais, exactement. Il y a quelques trucs comme ça, là. Aussi, ça brille beaucoup, mais ça gênera plus. Ça sera cohérent avec l'éclair. Avec l'éclair, ouais. Voilà, donc là, il y a... Bon, et on va passer sur toute une série de petites retouches qu'on pourrait apporter, mais effectivement, ça, c'est à modifier. Ça, ce petit cheveu, Ouais, il faudrait tous zoomer ces sur tous les petits contours, détails. en fait. Ouais. Et alors, ce que je remarque, une chose qui est géniale avec quand même ces figurines, c'est le reflet, le catchlight qu'on a dans les yeux, là. Le catchlight, il est splendide. Ouais, et quand on va... T'as vu la taille de la figurine, elle est petite. Elle est toute petite quand on voit qu'ils arrivent à ce niveau de détail dans la peinture des yeux, c'est pas à la main. Hein. C'est très réalistique. Hein, alors, ce qu'on va faire maintenant... Je trouve d'ailleurs que c'est encore plus réalistique. Tu as certaines figurines qui reprennent les acteurs de Superman et autres. Ouais. C'est flagrant, quoi. Hein. Surtout en photo, là, quand tu as pris Johnny Depp en pirate, tu es vraiment persuadé que c'est lui que tu as photographié. C'est fou. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Ben, là, on pourrait jouer avec les calques, mais comme c'est un pinceau, eh ben, dans les paramètres, je vous ramène la fenêtre, vous voyez l'éclair, dans les paramètres du pinceau, voilà, on l'a tourné, et maintenant, change l'orientation. Et on a notre forme comme l'éclair d'en haut. Ensuite, donc change le casse, hein, si tu nous regardes et que tu peux confirmer que tu as bien fait comme ça ton éclair, merci. La taille du pinceau, on peut aller à 5000, on va aller à 5000. Alors, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais c'est une image qui fait 9000 par... 9500 par 6000 et quelques, donc... il y a de la résolution, ouais. Oui, et un pinceau de 5000, ça sera pas trop grand. Ce sera même trop petit. Voilà, on pose notre éclair. Maintenant, oui. Non. Oui, voilà, c'est ça. J'allais te demander si tu allais transformer pour l'agrandir. Ouais, on va l'agrandir. On le fait sortir comme à l'image. Alors là, évidemment, avec la... Ben, on peut effacer ce qui est en trop. Hein. Si vous voulez, vous pouvez aussi... il y a plusieurs manières pour déformer l'éclair. Je suis pas sûr sur un éclair comme ça que la déformation par la marionnette, elle marche, parce que ça va nous tirer des traits de tous les côtés. Mais on peut le transformer de cette manière. Oui, avec le Warp Tool. Exactement. Voilà. On ne va pas aller plus loin. Là, on va effacer ça parce que ça nous sert pas. Ça non plus. Et voilà. Et maintenant, on va s'amuser. On va commencer à mettre les effets. Donc, par les styles de calque,
une lueur externe, Déjà, waouh. Rien que ça. une ombre portée. On peut diminuer un peu. Les ombres portées, on peut en rajouter si on veut. Hein. Si on veut en mettre une dessous, moi j'ai choisi donc une lumière qui vient d'en haut pour que l'ombre soit vers le bas. On peut en mettre une à l'opposé. Mais après, si ça fait trop, on en enlève une. Hein. On peut jouer avec la couleur. On a déjà un bon petit éclair. On peut rajouter une lueur tout autour. Donc voilà, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que si on veut, on peut s'ajouter un calque de teint de saturation qu'on écrète et on joue sur la couleur. Là par exemple, pour Yoda, je rajoute encore un calque. Bon là ça suffit. Alors ce qu'on pourrait faire aussi qui est sympa, après Tom se chargera de vous accélérer tous les passages un peu trop longs, mais on peut s'amuser, comme dans l'image d'en haut, à rajouter une espèce de bulle d'énergie près de la main, près de l'éclair, avec des petits rayons et avoir un effet assez sympa, parce que là ça fait un peu nu près de la main. Voilà, donc on a notre calque et maintenant on va aller dans fluidité. Alors là, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va Alors le là, rendre un petit peu énervé, non? C'est un ça? petit peu énervé, parce qu'on voit sur l'image du dessus qu'il est un petit peu énervé, donc on va y retrousser la lèvre façon chien pas content. Les yeux, ben, on va lui refermer un peu et... C'est subtil, mais ça change tout, quoi. Donc je valide. Donc tu valides, ouais. Et on va utiliser un pinceau. Donc c'est dans les pinceaux hérités qu'on peut le trouver. Et c'est un pinceau herbe. Bon. C'est pas mal, ça, hein? C'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que t'en penses? On se met un petit flou. Je pense qu'un flou pour que ça corresponde à la profondeur de champ qu'on a sur lui, quoi. Sinon, ça va faire un peu trop net, surréaliste. Hein. ouais. Les seuls trucs qui me bug un petit peu, ce serait les points blancs qu'on a Ouais. à cet endroit-là. Mais le reste, ça, je trouve pas ça choquant par rapport à l'arrière. J'aime beaucoup cette partie-là. Mhm. Cette partie-là paraît bien naturelle. Et peut-être que On enlève. ouais, celui-là, ouais. Alors, on l'enlève à la gomme ou on le floute ou on l'enlève au masque. Oh, on va faire les choses proprement, on va le faire au masque. Allez, je suis bien en noir. Donc si tu veux rappeler le noir sur le Ouais, masque. comment on va peindre sur le calque le masque de fusion qui est blanc, eh ben, le noir, ça va nous permettre de cacher, quels que soient les paramètres, les effets qu'on a fait sur ce calque, eh ben, ça va nous cacher cet effet-là et faire apparaître ce qu'il y a dessous. Donc là, c'est bien. Qu'en penses-tu là? Non, c'est bon. Par contre, peut-être faire, tu vois, si tu fais un autre calque, Ouais. et puis gérer cela, parce qu'en fait, le blanc, il est existant, il est derrière. Ouais, ouais. Donc on peut pas le jouer avec le masque de fusion. Et là, je pense qu'un simple pinceau, un simple pansement ferait L'affaire. l'affaire ici. De toute façon, on est dans du flou, donc... Alors, maintenant on se retrouve avec son image qui est exposée comme on l'entend, faire des corrections, rajouter des effets comme on a vu. Maintenant, tu vas styliser un petit peu le total. Oui, je pense. On va appliquer un petit effet sur la totalité de l'image. Comme ça va uniformiser le tout. Ça va moins faire. On a quand même mis un éclair, du glow, des faux cheveux, un masque de fluidité. Donc en rajoutant un effet sur la totalité, ça va uniformiser. Puis ça va peut-être donner un petit effet sympa. Alors je vais utiliser le filtre Analog FX. De chez Nick. Ouais. FX, pardon, FX. Analog FX Pro 2. De toute façon, comme tout le monde le sait, j'ai un bon accent. Hein.
Donc dans nos filtres normaux, on a tout cela, mais il y a un preset enfin, vous pouvez faire vos propres presets en récupérant, par exemple, vous voulez celui-là, mais sans les saletés, avec un vignetting de folie. Donc toi, tu en avais déjà créé un préalablement. Voilà. Bah, dis-moi comme ça te plaît. Hein. Écoute, là, je trouve ça pas mal. Ouais. Après avoir peut-être, une fois que tu auras activé ça, de rajouter un masque de fusion sur l'objet dynamique pour réduire justement peut-être l'effet. Parce que autant, bon, on sait que c'est un effet un peu des années 70 de Star Wars dans les premiers épisodes. Donc c'est pour ça que c'est pas très propre en soi au niveau couleur. Mais ça, je trouve que c'est un petit peu trop puissant. Très vif. Hein. C'est très vif et je trouve qu'on perd un petit peu la tête de Yoda qui, je trouve, est assez importante. Quoi. Ouais. On valide là. On réduit pour voir ce qu'on fait, évidemment. Ouais, on voit les détails de la main qui ressortent. Ouais, ça ressort. Ça fait un peu moins choquant par rapport à ce qu'ils nous proposaient au départ. Quoi. C'est un peu plus... On voit un peu mieux la tunique et je trouve que c'est quand même un peu mieux. C'est aussi un peu le problème des plugins, je trouve, c'est que... Ils ont la main forte. Oui. Donc le truc, c'est qu'on va avoir quand même une différence par rapport en haut avec ce qu'on a choisi. Sur en haut, on voit qu'il y a plus de orangé, magenta. Nous, tout le tour, il est quand même plus bleu-vert. Hein. Mais en fait, celle de départ, c'est une inspiration, de toute façon. Le but, c'est pas de reproduire à l'identique. J'aime bien comme ça. Non, je trouve ça sympa. C'est quand même très sympa. C'est quand même très sympa. Bon, et ben voilà, hein, c'était sympa. Très, très marrant. Merci de nous avoir montré ton univers. Je pense qu'on a appris plein de choses. Non seulement ce type de photo, hein, peut-être que tout le monde n'avait pas... savait pas que ça existait, ce type de photographie. Oui, c'est particulier. C'est particulier, mais c'est assez amusant. Hein. Moi, pour l'avoir vu, comment régler tout ça, ces petites lumières, ça me plaît assez. Hein. J'aime bien travailler avec les flashs et tout, et je trouve ça très, très amusant à faire. C'est vrai que le modèle, il se plaint pas, ça aide aussi. C'est parfait, ça. Et puis après, toute cette partie de développement, comme on peut voir, qui est lourd, mais il faut quand même le rappeler, c'est que là, on n'a pas non plus voulu que ça fasse une vidéo de 6 heures. Hein. Et donc, du coup, il y a des endroits où tu aurais pu aller bien plus loin, où normalement, tu vas plus loin. Au niveau du nettoyage. Mais l'important, c'est qu'on puisse voir comment on peut faire ça dans Photoshop. Quand on regarde la photo de départ et qu'on regarde la photo d'arrivée et qu'on regarde la photo qui nous a inspiré, je trouve ça très très intéressant à faire. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est déjà quand on s'est inspiré de quelque chose de réel, essayer quand même aussi de garder un petit peu nos propres, notre goût, nos idées, donc pas forcément coller à 100%. Hein. Si l'image, on voit bien que la nôtre en bas, elle n'a pas les mêmes tons tout autour, mais heureusement, parce que si c'est pour garder la même image, on change rien. On fait une copie d'écran, on la garde et puis ça s'arrête là. Donc autant mettre notre patte, avec tout le mauvais goût que ça comporte, mais... Mais c'est fun en tout cas. Ouais. Et puis peaufiner au maximum hein, chacun les effets, rien que les cheveux, comme tu as dit, les petites taches, enfin, faut peaufiner quoi. Alors j'espère que ça t'a inspiré. Dis-moi tout ça, ce que tu en penses. N'oublie pas de mettre un pouce, bien sûr, sur cette vidéo. N'oublie pas de regarder dans la description. Dans la description, je mettrai un lien vers ce que fait Patrice. Et puis, n'hésite pas à mettre un commentaire, hein, ce que tu penses de ça. Est-ce que tu t'es déjà amusé à essayer de faire ce type de photos? Est-ce que ça te donne envie d'en faire? Raconte-nous tout ça et on regardera et puis on répondra bien sûr aux commentaires. En attendant, tu sais ce que je vais dire. Hein. Si tu aimes ce que tu vois, tu fais comme nous. T'essaies de le capturer. Cheers. Cheers.